Bonsoir et bienvenue à tous dans cet amphithéâtre Vivatech. C'est l'amphi Vivatech. Il y a des conférences depuis plusieurs jours ici. On va accueillir tout de suite Anne Hidalgo, maire de Paris, et Jean-Louis Missica, adjoint chargé de l'urbanisme, de l'innovation et du Grand Paris. J'espère que j'ai rien oublié. Bienvenue à tous les deux, ça va bien? Merci, très bien. Asseyez-vous là. Bonjour Jean-Louis. Parfaitement à l'heure, après une visite du salon. Bienvenue à tous les deux. Anne Hidalgo, merci d'être avec nous. Merci à vous. Je sais que vous avez eu un emploi du temps chargé parce qu'il y avait la Gay Pride juste avant. Oui. Vous êtes allé, ensuite vous êtes allé visiter les différents stands. Vous vous êtes arrêté où? J'imagine qu'on vous a tout montré, mais bon. J'ai vu pas mal de choses, mais notamment des sujets sur lesquels on travaille déjà autour de la ville intelligente. Je pense à un stand avec Cisco, Vinci et d'autres, où nous avons lancé des expérimentations pour compter, analyser les flux, à la fois sur la voirie, mais aussi les flux avec les iPhones, et qui va nous permettre, par exemple, sur la place de la Nation, de travailler au réaménagement de cette place. Et puis je suis allée, bien sûr, à Paris Code. On est très fiers, avec Jean-Louis, avec toutes les équipes, d'ouvrir aussi cet espace professionnel, cet espace d'emploi, de qualification, de compétences à des femmes et des hommes qui sont en cours d'études ou ont arrêté les études, mais sur un secteur, sur un domaine où il y a beaucoup d'emplois à la clé, parce que nous, on croit à cette révolution numérique et on pense que derrière, il y a une capacité à la fois pour des jeunes et des moins jeunes de trouver leur place dans la société et d'apporter des services sur tous ces usages nouveaux que le numérique permet de prendre en considération. Mais je veux remercier aussi bien sûr Maurice Lévy et Francis Morel et Valérie Descamps d'avoir effectivement organisé ce grand moment ici dans le 15e arrondissement au Parc des Expositions, parce que c'est une façon de valoriser ces savoir-faire et de montrer aussi qu'il y a un écosystème, en tous les cas avec Jean-Louis depuis 2008, déjà avant même que je ne sois maire, on se bat pour faire reconnaître la force de cet écosystème. Et je pense qu'une initiative comme celle qui a été prise ici ne va pouvoir que le renforcer. Anne Hidalgo, on reparlera plus précisément de Paris, capitale de l'innovation, Paris, capitale des écoles qui apprennent à coder, Paris, capitale de l'écosystème, et d'événements comme Vivatech qui font vivre cette coexistence de plus en plus affectueuse entre les grands groupes et les startups, parce que le lion a besoin de la souris. Quand même une question d'actualité, on sort d'une séquence assez paroxystique en Europe. On voit que les Anglais, ils ont réussi leur Brexit, si j'ose dire, et ils sont au début de leurs emmerdements, mais ça, ils s'en occupent. En revanche, ça va bouger entre Londres et Paris, et là, Paris a une carte à jouer. Et je me souviens, l'année dernière, David Cameron, il avait dit « Je déroule le tapis rouge aux entrepreneurs français, venez. » Est-ce que vous, Anne Hidalgo, vous allez dérouler le tapis bleu aux entrepreneurs anglais, américains et français qui se demandent quel capital financière et technologique ils vont se chercher maintenant que Londres n'est plus aussi confortable qu'ils pouvaient l'espérer? C'était Boris Johnson qui avait eu cette phrase un peu provocante, et d'ailleurs je lui avais répondu assez vite, parce que très vite, lorsque je me suis rendue à Londres, j'ai dit que Paris était, avec Londres, deux villes qui participaient d'un même grand territoire. Vu d'Asie, vu de Shanghai, nous sommes sur un même territoire avec une grande proximité. Et j'avais dit, vous savez, Londres est la banlieue de Paris, ce qui l'avait un petit peu agacé à l'époque. Donc, une fois qu'on a posé des éléments de rivalité de cette nature... Vous avez agacé Boris Johnson. Oui, mais bon, voilà. Mais c'est bien, ça le dresse. Mais c'était il y a longtemps et il nous respectait tout à fait. Aujourd'hui,
nous considérons que oui, bien sûr, il y a une carte à jouer parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises, d'abord la place financière de Paris doit pouvoir être non seulement confortée, mais prendre la place qu'elle n'arrivait pas à prendre jusqu'à présent. Donc il y a cette carte à jouer et une partie du jeu est entre les mains du gouvernement parce que ça concerne essentiellement des mesures fiscales. Nous, avec Jean-Louis Misica et avec le nouveau maire de Londres, Sadiq Khan, que j'ai vu juste après son élection et qui, lui, était très engagé, bien évidemment, pour le maintien de Londres dans l'Europe, nous avons décidé de travailler aussi à des complémentarités. Une idée qui est une idée, je crois, très intéressante. Demain, sortie de l'Europe, un certain nombre de start-up et d'entreprises basées à Londres n'auront plus de domiciliation européenne, elles en auront besoin. Nous, on a aussi des entreprises et des start-up qui, peut-être avec une domiciliation londonienne, pourraient avoir accès à d'autres marchés. Donc, on est en train de travailler avec le maire de Londres sur un accord de partenariat qui aille bien plus loin des accords un peu protocolaires où on échange sur des choses importantes, bien sûr, comme la culture, mais qu'on aille un peu plus loin, par exemple, en proposant des doubles domiciliations, faire du gagnant-gagnant. Donc, bien sûr qu'on va dire aux entreprises, venez, et qu'il faut adapter, y compris, je pense qu'un certain nombre d'expatriés actuels vont avoir envie, en tous les cas, de revenir, et notamment sur Paris, et qu'il faut, là aussi, on y travaille, mettre en place des services, des portes d'entrée qui leur permettent d'avoir des facilités pour revenir ou pour venir dans notre ville et dans notre pays. On travaille à cela. Mais au-delà de cette première démarche qui vise à dire « venez chez nous », il y a aussi un travail qui peut être gagnant-gagnant en reconnaissant que Londres restera de toute façon une capitale très puissante sur le plan économique et que peut-être établir des relations de nature vraiment très partenariale avec nos entreprises, avec nos incubateurs, avec tout ce que nous faisons notamment à Paris pour soutenir l'économie numérique, ça peut être aussi du gagnant-gagnant. Jean-Louis Misica, adjoint à la maire de Paris, chargé de l'urbanisme, des grands projets, de l'innovation, président de l'établissement ParisTech, Jean-Louis qui connaît parfaitement les médias aussi, prof de sociologie des médias, il y a une compète aujourd'hui lancée par le Brexit entre les villes européennes, même s'il y a du partenariat entre Londres et Paris, mais sur la City, il va y avoir Amsterdam, il va y avoir Francfort, il va y avoir Luxembourg. Et Paris a un avantage, c'est de l'espace. Nous, on a de l'espace et on peut récupérer aussi une partie des activités qui pourraient quitter Londres. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est la question de l'écosystème. On parle beaucoup, c'est une notion qui s'est installée depuis 10 ans quand on parle des activités économiques. Quels sont les 3 atouts de l'écosystème Paris et le rôle de Paris dans cette petite compétition qui va s'installer sur la partie financière des activités de la City qui pourrait se déplacer ailleurs qu'à Londres? Oui, je crois qu'il faut vraiment distinguer le sujet des services financiers du sujet des nouvelles technologies et de l'écosystème de l'innovation. En réalité, effectivement, sur les services financiers, il va y en avoir une bonne partie, pas tout, mais une bonne partie qui va quitter Londres, ne serait-ce que tout ce qui est la gestion des transactions internationales en euros. Il est quand même assez logique que ça se passe non seulement dans la zone euro, mais également dans l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, le Brexit est une petite catastrophe pour la City en particulier. Et c'est vrai que là, Paris va se retrouver en compétition avec Francfort, avec Amsterdam, avec Luxembourg et peut-être quelques autres villes. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le classement fait par le New York Times. Il est assez intéressant. Je trouve que Paris est un peu mal jugé, comme c'est souvent le cas. Mais nous avons quand même des atouts à faire valoir parce que ce qui attire aussi les financiers, c'est la qualité de vie. C'est tout ce qui relève des loisirs, c'est les infrastructures, et notamment les infrastructures de transport en commun. Et puis, c'est les politiques urbaines. Et dans les politiques urbaines, ce que Anne fait notamment pour améliorer la qualité de l'air à Paris, faire en sorte
sorte que on diminue la circulation automobile et les automobiles individuelles. Tout cela, même si ça peut paraître paradoxal, ça a une capacité d'attractivité à l'international. Et puis sur l'écosystème, les atouts de Paris peuvent s'additionner aux atouts de Londres. Et c'est ce que Anne disait, c'est-à-dire que là, pour le coup, il ne faut pas jouer contre Londres, mais il faut jouer avec Londres. Et il faut avoir une proposition globale pour les start-upers, pour les développeurs, pour les artistes, les chercheurs, qui soit une proposition d'un axe Paris-Londres qui représente la grande mégapole de l'Ouest européen, de l'Ouest européen du futur. Donc je pense que sur la finance, il y a une stratégie à jouer. Sur l'écosystème de l'innovation, il y a une autre stratégie à jouer. Pour donner un exemple d'une des forces de Paris dans l'écosystème de l'innovation, il y a ce que nous voyons ici, c'est-à-dire le système d'innovation ouverte où les startups travaillent avec les grands comptes, avec les grands groupes. Eh bien, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est certainement à Paris que c'est le plus avancé. Aujourd'hui, la collaboration entre start-up et grands groupes par rapport à d'autres pays européens. Anne Hidalgo, il y a un modèle là qui est quasiment un modèle français et européen, qui est les startups s'adossent à des grands groupes, les grands groupes les aident à travailler, parfois mettent un peu de sous, qui est un modèle qui n'a rien à voir avec le modèle américain, qui semble fonctionner. Vous, comment vous faites Paris? Vous êtes au milieu de cette toile-là, vous avez des incubateurs, vous aidez des écoles, vous accordez des subventions, vous créez les conditions favorables à ce que tout ça s'épanouisse. Est-ce que vous bossez avec les startups, Anne Hidalgo? Bien sûr. D'abord, dans les partenaires de cet écosystème, il y a aussi les collectivités, les territoires, plus même que l'État. L'État, il est garant des règles fiscales, etc. Mais être sur un territoire et voir justement cette évolution et l'accompagner, on l'a bien vu dans cet écosystème parisien, on ne serait pas en train de se parler comme on se parle aujourd'hui. Et je pense même qu'on n'aurait pas pu vous n'auriez pas pu organiser un forum de cette nature s'il n'y avait pas eu depuis 2008 une volonté délibérée, partagée avec des grands groupes, mais d'investir aussi publiquement dans des incubateurs, dans des espaces qui permettent à ces entreprises nouvelles, dans cette économie numérique, de se développer. Il y a des villes qui n'ont pas fait notre choix. Vous prenez une ville comme Rome, elle n'a pas fait ce choix. Et nous avons été depuis longtemps, et encore plus là depuis que je suis maire, extrêmement mobilisés dans l'idée que Paris n'était pas une ville-musée. Bien sûr qu'on a les plus beaux bâtiments, qu'on a un patrimoine extraordinaire, mais le statut de ville-musée n'est pas notre statut. En tout cas, ce n'est pas cette identité dans laquelle on veut se reconnaître. Et on a fait le choix à une époque où, par exemple, quand dans le quartier du Sentier, un certain nombre d'entreprises partaient, le choix de transformer des ateliers en lieu d'accueil pour ces startups, en incubateurs, en lieu propice à la création de ces entreprises-là, ça a permis effectivement d'arriver aujourd'hui à ce que l'ensemble des acteurs de cet écosystème portent une dynamique. Et je peux vous dire, pour voyager sur beaucoup de territoires, qu'effectivement, ce que nous faisons à Paris, c'est regarder de très près, c'est parfois aussi copier sur les autres continents, y compris sur le continent nord-américain. Je sais que vous voyagez, Anne Hidalgo, souvent, vous allez visiter d'autres capitales, d'autres pays. Qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas? Puisqu'on vient, nous piquer nos idées, est-ce qu'il y a des voyages qui vous ont inspiré? Vous avez vu des choses incroyables. Il y a beaucoup de voyages qui m'inspirent, mais ce que je constate, c'est que partout dans le monde, que ce soit au nord ou au sud, sur le continent américain ou en Europe ou en Asie, dans les grandes villes, il se passe quelque chose de particulier, mais qui est commun à nos grandes villes. Nous sommes des territoires qui attirent toute cette population créative, toute cette population qui effectivement est cosmopolite, pour qui la planète n'a pas de frontières, et qui est une population qui s'inscrit comme vraiment étant dans ce développement de cette économie numérique. Et cette population-là,
elle permet à nos villes, dès lors qu'on la reconnaît et qu'on veut qu'elle soit un élément majeur de l'évolution de nos villes, de jouer pleinement son rôle. Et nous, à Paris, c'est clairement le choix qu'on fait. Nos grandes villes accueillent aussi d'autres types de populations, c'est vrai partout sur la planète, des populations qui viennent plutôt chercher protection et refuge. Et en fait, d'avoir la juxtaposition de deux populations très différentes. Une population qui est dans la mondialisation heureuse, qui va bien, qui a les diplômes, qui est en bonne santé, etc. Et une population qui vient chercher la protection, eh bien, ça génère aussi une créativité sur des services, sur des activités qui, y compris du point de vue économique, ont du sens et sont des secteurs de développement. Je prends un exemple. Quand on s'intéresse aux plus fragiles d'entre nous, par exemple les personnes en situation à mobilité réduite, quand on s'intéresse à eux et qu'on crée des services qui sont destinés à permettre des mobilités plus faciles, on fait progresser l'ensemble de la société. Et autour de ces recherches qui souvent ont considéré les plus fragiles d'entre nous, il y a des pans entiers de services et d'entreprises et de création de nouvelles activités qui ensuite sont reprises par la population tout entière. Et il y a là, effectivement, des espaces de création de valeurs, d'activités, d'entreprises et donc d'emplois qui sont extrêmement importants. Donc moi, ce que je constate dans ces grandes villes, c'est qu'elles prennent en considération cette dualité de population qui est la nôtre. Et à partir de là, la plupart des innovations qui arrivent sont des innovations qui partent de l'analyse des usages de ces populations urbaines très particulières, mais qui permettent beaucoup de création d'entreprises. Voilà. On s'inspire beaucoup de New York, on s'inspire beaucoup, y compris de grandes villes du Sud. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer sur l'espace Abidjan-Dakar est quand même quelque chose d'exceptionnel sur le continent africain. Ce qui se passe en Asie est aussi absolument exceptionnel. On s'inspire de tout cela. Mais je conclus là-dessus. Moi, ce que je retire de ces rencontres avec les maires des grandes villes, c'est que les responsables politiques qui sont dans les grandes villes, nous sommes des politiques un peu différents des autres. Parce que nous sommes très ancrés dans le monde réel et que même l'économie numérique a besoin de s'ancrer à un moment dans le monde réel et que finalement, les maires des grandes villes, aujourd'hui, nous sommes quand même sur des territoires qui sont des territoires d'innovation, qui sont en concurrence les uns avec les autres, mais dans des concurrences que je trouve extrêmement fécondes, qui vont aussi vers des partenariats gagnant-gagnant. Jean-Louis Missika, vous vous occupez des grands projets d'urbanisme, de l'innovation. Il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui en politique, on s'en aperçoit, et le Brexit est un effet de ça. C'est qu'on ne peut plus élire des femmes et des hommes politiques et leur laisser carte blanche et ensuite aller au résultat. Pour lancer des projets, que ce soit des projets d'innovation, des projets d'urbanisme, il faut faire de la consultation en continu. Il faut que les gens participent. Et dans les startups et dans les entreprises, on s'aperçoit que le management, c'est plus un management de droit divin, sauf pour Maurice Lévy, qui entraîne tout le monde et on est tous comme ça. Effectivement, il faut faire une exception pour Maurice Lévy. Les autres, ils sont obligés de consulter en continu. Si on ne consulte pas en continu, on se casse la figure et on a des référendums qui marchent à moitié ou qui ne marchent pas du tout. Comment on va concilier la fluidité, l'agilité que donne le numérique et cette culture des réseaux sociaux pour la marier avec les rendez-vous politiques qui sont des rendez-vous politiques très traditionnels et très calendaires? Je suis sûr que vous avez une réponse tous les deux. Oh oui, d'abord, je pense que nous avons nous-mêmes, à la fois pendant la campagne électorale, mais depuis l'élection d'Anne Hidalgo, fait la démonstration que nous étions prêts à expérimenter et parfois même à prendre des risques. Je pense que le budget participatif, c'était un risque réel qu'a pris Anne dès le lendemain de son élection. Le budget participatif, ce sont les Parisiens qui décident eux-mêmes
d'un certain nombre d'investissements. Et ce n'est pas une petite somme, hein, ça représente près d'un demi-milliard d'euros sur la mandature, tout simplement parce que l'investissement de la ville de Paris, c'est plus de 10 milliards Quand d'euros. est-ce qu'on sera au milliard? Ça se fêtera, ça. Oui, mais enfin 500 millions, c'est le plus gros C'est budget pas mal, participatif de la planète. Hein. Et pour les gens à l'intérieur de la ville de Paris, c'est une petite révolution, parce qu'ils doivent justement s'adapter à cette espèce de consultation permanente, comment des idées individuelles peuvent se transformer en projets collectifs, comment un projet collectif peut être évalué, comment lorsqu'on restitue ce projet collectif à la population, être sûr qu'elle se reconnaît et qu'elle n'a pas l'impression d'avoir été trahie ou mal comprise. Et après ça, comment lancer tout cela en sachant que vous avez dans ce budget participatif des petits projets et des très gros projets. Le projet à l'échelle de la rue ou du quartier et puis le projet à l'échelle de Paris tout entier. On a également lancé un grand concours international qui s'appelle Réinventer Paris et qui est un bon exemple de cette nouvelle façon de fabriquer la ville en partenariat avec les startups, les grands comptes, les investisseurs et en ouvrant le jeu de telle manière que des équipes pluridisciplinaires puissent venir et présenter des idées nouvelles. Je pense que cette révolution politique, même si elle est peu visible, c'est vraiment l'essentiel de la politique du XXIe siècle et de ce que peuvent apporter les métropoles à la politique nationale. Anne Hidalgo. En fait, cette révolution numérique, elle nous apprend, et vous l'avez dit d'entrée de jeu, qu'il faut sortir de la verticalité pour aller vers de l'horizontalité. Et si on n'intègre pas ça, y compris dans son propre management, dans la façon dont on fait prendre les décisions, on prend les décisions, eh bien on est à côté de la plaque. Et je veux dire, le hiatus se verra entre le discours et la réalité de ce qu'on fait. Nous, c'est vrai que dans une ville comme Paris, qui est organisée de façon très classique aussi, hein, au départ, c'est une administration préfectorale qui dirige la ville avec des directions des silos. En silos, etc. Et en fait, on a beaucoup utilisé toute cette révolution numérique, non seulement pour moderniser et faire bouger nos services dans les pratiques des fonctionnaires, mais c'est aussi par la façon dont la démocratie digitale s'est aussi invitée dans nos process de fabrication de la ville, que nous sommes en train de faire bouger les choses. Et ça, c'est très important. Je pense que les grandes institutions, les entreprises, la plupart d'entre elles ont compris, celles qui sont totalement confrontés à cette révolution numérique l'ont compris et s'organisent différemment. Quand vous visitez les grands sièges des grandes sociétés type Facebook qui s'est installé à Paris, vous voyez très bien que voilà, le patron n'a pas son bureau, il est au milieu des équipes et qu'on est dans un fonctionnement où les hiérarchies sont plus basées sur... Vous avez toujours votre bureau, Anne Hidalgo? Moi, j'ai toujours mon bureau. Il fait toujours 400 mètres carrés? C'est le plus grand de la République. Mais c'est vrai que vous avez dans ces organisations aujourd'hui très verticales, par exemple au niveau de l'État, des choses à revoir. Je pense qu'on devrait beaucoup s'inspirer de ce que la révolution numérique apporte comme énergie dans notre pays, y compris pour revoir les organisations de nos grandes institutions. On va, et en termes d'exemples pris à l'étranger, vous me demandiez tout à l'heure quelles étaient les bonnes idées. New York a ouvert un Civic Hall qui justement est dédié à toutes ces innovations qui permettent à la fois de la participation, de la collaboration citoyenne à la production des politiques concernant les New-Yorkais. Ça concerne aussi des services assurés par la ville qui peuvent être modifiés, qui peuvent évoluer du fait notamment des réflexions, des contributions qui sont apportées par tous les usagers. Et donc, nous travaillons déjà sur beaucoup de choses de cette nature à Paris, mais le fait d'avoir un civic hall, c'est-à-dire un endroit où on puisse être aussi un incubateur
de start-up, d'entreprises dédiées justement à toutes ces nouvelles formes de participation citoyenne et de coproduction de politiques publiques ou de politiques concernant l'intérêt général, c'est quelque chose qui va aussi nous permettre de progresser. Et donc, à Paris, nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur l'ouverture prochaine d'un Civic Hall qui permettra aussi d'accueillir des grandes concertations, des grandes rencontres en mêlant et le numérique et la rencontre physique qui reste quand même un élément incontournable pour les humains que nous sommes. Anne Hidalgo, Jean-Louis Misica, je sais que vous avez un agenda hyper serré. Est-ce qu'on a encore un peu de temps ou pas? Vous me dites, c'est vous qui décidez. On est hyper agile chez Vivatech. Allez, 5 minutes. C'est la culture maison. D'accord. Aujourd'hui, on consomme des services en tant que client avec ça. Et on dit, on veut un parcours client incroyable, on veut une expérience client incroyable, etc. Les applications, il y en a à la ville de Paris. Est-ce que ça va monter en puissance? C'est-à-dire le lien entre Paris et nous via le téléphone. Et ensuite, je vous dirai pour finir quelle est l'appli dont je rêve. D'abord, oui, bien sûr que ça va continuer. On a des applis comme Dans ma rue qui permettent, par exemple, de signaler des points de malpropreté et de renvoyer immédiatement au service de la propreté l'information. Lequel service doit d'abord, bien sûr, informer la personne, l'usager, que sa demande a été prise en compte et bien sûr agir sur le territoire. Il y a beaucoup d'applications qui sont développées. Il y en aura encore beaucoup d'autres. Je pense que le Civic Hall sera aussi un lieu qui permettra de développer ce type d'application. En tout cas, c'est pour nous indispensable. Mais vous imaginez justement à quel point ce type de démarche, l'usager par le numérique, par une application, fait passer une information, laquelle doit être suivie des faits. C'est une révolution dans nos organisations publiques, mais c'est une révolution qui est déjà à l'œuvre dans une ville comme Paris. Et moi, je suis très fière de la façon dont le service public municipal réagit. Et c'est vraiment une révolution qui nous tire tous vers le haut. Jean-Louis. Oui, je crois qu'il faut aussi avoir à l'esprit que les applications urbaines, c'est pas seulement la ville qui doit les faire, c'est l'ensemble de l'écosystème. Et c'est pour ça que nous avons lancé la politique d'open data, c'est-à-dire de la mise à disposition de l'ensemble de la communauté des citoyens et des développeurs des données de la ville. Paris a été pionnière dans cette politique d'open data et aujourd'hui, nous avons libéré, y compris les données financières, les données sur les subventions aux associations, toutes les données urbaines, le plan de la ville en volume est accessible librement et ça permet aux gens de faire des choses tout à fait exceptionnelles. Je vais vous donner un exemple parce que c'est un exemple intéressant. Nous avons libéré les données sur les espèces de plantes qu'il y a et d'arbres qu'il y a à Paris et il y a aujourd'hui des applis qui ont été faites par des gens qui permettent de se balader dans Paris pour aller voir les espèces les plus rares ou au contraire qui permettent de prévenir les gens qui sont allergiques qu'à tel ou tel endroit vaut mieux pas aller au printemps à cause du risque. Voilà, donc il faut se rendre compte que les applis de la ville c'est un boulot pour tous les citoyens, pour tous ceux qui habitent la ville et c'est ça qui est intéressant, c'est ça que l'on fait justement dans un Civic Hall et c'est à ça que sert la libération des données. Moi je rêve d'une appli un peu comme Uber où on voit la fourrière s'approcher de ton véhicule. Et alors là, tu sais qu'il arrive et tu vas dégarer ta voiture pour y échapper. Mais ça n'arrivera jamais. Mais vous n'avez pas de voiture, c'est pas possible. Si, j'ai une voiture, mais elle est hybride. Ah, oui. Bon, elle est hybride, c'est péché. Je sais que c'est péché d'avoir une voiture. C'est péché. Anne Hidalgo, qu'est-ce qui a changé dans le métier de maire grâce à la technologie, grâce au changement, mettons, allez, depuis Jacques Chirac à aujourd'hui? Est-ce que l'exercice du pouvoir mayoral a changé et en quoi la technologie, la modernité, les réseaux sociaux l'ont changé? Ce sera la dernière question et après, Libération. Totalement changé.
Parce que, effectivement, d'abord, le maire, c'est un élu de proximité. Donc, ça n'a pas changé. Ça doit rester un élu de proximité. Mais tout va beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers, justement, moi, je suis très connectée. Hein, j'ai voilà, mon Apple Watch, etc. Vous avez fait combien de kilomètres à pied aujourd'hui, vous savez? Je ne vais pas vous dire, mais ça doit être de l'ordre de 3, je pense, là, pour l'instant. Mais en tous les cas, tout va plus vite. L'information nous arrive plus vite. Donc, du coup, lorsque l'on a connaissance d'une information, c'est-à-dire satisfaction ou insatisfaction sur un sujet, on a envie d'agir beaucoup plus rapidement. Donc c'est cette accélération des choses qui est là. Le fait aussi que les réseaux sociaux vous permettent d'être connectés à des milliers de personnes avec lesquelles vous n'aviez pas forcément avant la possibilité d'être connectés. Les formes de participation, de coproduction citoyenne, elles sont démultipliées, alors qu'avant, en dehors de l'exercice de la réunion publique et du question-réponse, il y avait beaucoup moins d'opportunités justement de travailler avec la population. Mais moi je trouve que ces évolutions, elles sont magnifiques parce que elles permettent aussi, et je le vois dans une ville comme Paris, quand on a des citoyens qui sont éclairés, informés, qui ont un avis, qui peuvent et qui veulent agir, qui ne sont pas passifs, parce que ces nouvelles technologies ne nous rendent pas comme des consommateurs passifs. Ça aussi, vous savez, parfois, dans la relation entre le politique et le citoyen, dans des histoires passées, le clientélisme faisait partie de ces choses-là. Aujourd'hui, je trouve que ces réseaux numériques, ces réseaux sociaux rendent chacun beaucoup plus acteur, y compris de sa propre vie, et exigeant par rapport à l'exercice que les responsables publics ont pour eux. Mais du coup, ça vous met dans une situation qui est quand même une situation beaucoup plus d'égalité dans l'échange d'informations, dans le respect mutuel. Et je trouve que c'est plutôt passionnant de pouvoir exercer ce métier de maire, qui est le plus beau du monde, c'est la plus belle fonction politique qui soit, et de l'exercer au moment où cette révolution numérique est en train de produire des effets. Mais dans une ville comme Paris, je trouve que c'est quelque chose de fabuleux, je le vois. Tout à l'heure, j'étais à la Gay Pride et c'est pareil, hein. Population qui est à la Gay Pride, c'est une jeunesse, des gens généreux, ouverts, qui veulent qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il y ait de l'égalité, de la fraternité et de la liberté. Ici aussi, hein. Et ici aussi. Ici, c'est la Techno Pride ou la Viva Pride. Exactement. Et en fait, vous savez, ces deux univers ne sont pas si différents. Parce que si on n'était pas dans une ville qui aime la liberté et y compris qui est prête à dire à ceux qui ont encore des réflexes un peu dépassés quant à la différence qui serait source d'angoisse, là, dans ce monde-là, comme dans le monde dans lequel j'étais tout à l'heure à la Gay Pride, on aime plutôt la différence, on est plutôt confiant dans l'avenir, dès lors que chacun peut y trouver sa place et agir aussi. Donc, moi, ça me rend plutôt optimiste de voir que Paris est capable d'avoir une belle manifestation comme celle-ci à la porte de Versailles et une très belle Gay Pride comme tout à l'heure sur les quais de Seine. Anne Hidalgo, avant de vous relâcher avec Jean-Louis Missika, il faut parler de la chose fondamentale, cruciale, qui va nous mobiliser demain et qui nous fera tout oublier, tout. Vivatech, la Gay Pride, Paris, Londres, le Brexit, c'est France-Islande. Quelle équipe soutenez-vous et quel est votre pronostic, Anne Hidalgo? Bien sûr, l'équipe de France, hein, je les soutiens là depuis le début et voilà, c'est une très belle équipe, il y a des joueurs magnifiques, il y a un Parisien dans cette équipe que j'aime beaucoup qui est Blaise Matuidi, qui est une personne d'abord très forte sur le plan bien sûr du foot, mais aussi une personne très généreuse et voilà, un Parisien extraordinaire. Et puis tous les autres, Griezmann, etc. Donc je les soutiens à fond. Les Islandais, ils sont impressionnants, hein. Ils sont très très impressionnants. C'est la start-up, les Islandais. Ah ouais, et puis leur public aussi, leurs supporters, 10% de l'Islande est chez nous là en ce moment. Et ils sont impressionnants. C'est aussi cette énergie, cette volonté
je trouve sans agressivité, mais avec beaucoup de panache, de montrer voilà, leur fierté d'un petit pays qui est très intéressant hein, sur le plan de la démocratie, sur le plan des process. Dans le film de Mélanie Laurent, Demain, il y a toute une partie qui est consacrée justement au processus démocratique en Islande. Regardez ça et vous voyez les Islandais vraiment avec un regard aussi de chercheurs vers des choses qui pourraient nous inspirer. Mais demain, ceux qui vont m'inspirer, c'est l'équipe de France. Alors, allez, les Bleus, Anne Hidalgo, Jean-Louis Missika, un grand merci de votre visite.